évidemment pas de question de fond, comme on a déjà essayé de faire des anticorps qui est en train d'être produit en français, qui affrontera, je pense, un peu tout d'un niveau de fond. Mais là, on va regarder des choses qui ont basculé derrière le Covid, à partir du Covid, à côté du Covid, ce que vous voulez. Et donc, on va parler de l'Haut-Karabakh et de la administration Biden. Alors, on commence par des questions. Je pose des questions à Gilbert, et puis on articule moi aussi, et on va voir. Alors, les premières questions sont: qui a gagné la guerre en Haut-Karabakh et quelles sont les évolutions après l'armistice? Alors, d'abord, je pense que l'important, c'est tout d'abord de situer le Haut-Karabakh dans une carte pour que les gens comprennent où se trouve le Haut-Karabakh. Je ne sais pas si vous voyez sur le fond de mon écran, il y a une espèce de carte du Karabakh. Alors, le nord du Karabakh, donc, se trouve, c'est un corridor en fait qui est à l'intérieur du territoire de l'Azerbaïdjan, qui a été conquis par l'Arménie, mais j'arriverai plus tard. Le problème de l'Arménie, comme vous voyez sur la carte, elle coupe en plein milieu. Elle divise l'Azerbaïdjan avec la frontière turque. Donc les Turcs n'ont pas de frontière avec l'Azerbaïdjan. Et c'est très important de noter ça parce que les Azerbaïdjanais et les Vicenti, c'est bon? C'est vrai. Et les Azerbaïdjanais et les Turcs se considèrent comme un peuple, deux pays. Donc il y a le fameux mythe du pantouanisme turc qui veut que les Azerbaïdjanais soient des Turcs en fait. Et puis bien entendu, il y a au nord, on voit il y a la Géorgie et la Russie, et à l'est il y a la Turquie, et puis au sud bien entendu il y a l'Iran. Donc c'est bien de noter le contexte géographique d'où se trouve l'Arménie et le Haut-Karabakh. Alors, le Haut-Karabakh, qui est connu internationalement sous ce nom, est connu pour l'Arménie comme la République d'Artsakh. Je suis désolé pour la prononciation arménienne, mais bon, c'est Artsakh, ça se prononce comme ça. En 2015, la population est estimée à 148 917 personnes, habitants, pour une superficie de 11 430 km². Et la capitale et la plus grande ville du Haut-Karabakh s'appelle Stepanakert. Alors, d'où vient maintenant, très rapidement, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais d'où vient le problème du Haut-Karabakh? Il vient de la période soviétique, de l'époque de Staline. L'Oblast autonome du Haut-Karabakh était à l'époque majoritairement peuplé d'Arméniens, à 95%, et a été intégré dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Et les territoires l'entourant aujourd'hui, dans l'État autoproclamé, reconnu par personne d'ailleurs, sont peuplés de Kurdes et d'Azéris. Alors, depuis la dislocation, comme nous savons, de l'Union soviétique, les nationalismes, malgré ce qu'a dit Fukuyama, qui a dit que à la fin de l'histoire, en fait, avec la chute de l'Union soviétique, comme tous nous ici nous savons, il y a eu une recrudescence ou une renaissance des nationalismes locaux, surtout dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie et même de l'Ouest de l'Union soviétique. Et cette dislocation de l'Union soviétique a porté à la première guerre d'indépendance du Haut-Karabakh ou de son attachement à l'Arménie. Alors, c'est le 2 septembre 1991, donc la première guerre, où le Haut-Karabakh déclare son indépendance. Et il faut noter ça, c'est très important, elle n'a été reconnue par aucun État membre de l'ONU. Donc c'est que l'Arménie qui reconnaît le Haut-Karabakh. Pratiquement, certains régimes anti-turcs, mais l'ONU ne reconnaît pas le Haut-Karabakh comme un État indépendant. Alors, la première guerre éclate et les hostilités entre les Arméniens et que la première guerre est gagnée par l'Arménie, il cesse après la trêve déjà négociée par la Russie le 12 mai 1994. Bien entendu, il y a eu des petits combats après, mais la première guerre s'arrête le 12 mai 1994. La deuxième guerre qu'on connaît maintenant en novembre, qui a commencé ces mois-ci,
elle finit, où il y a eu un cessez-le-feu officiel, est signé le 10 novembre 2020, sous l'égide de nouveau de la Russie. Alors, qui a gagné dans le Haut-Karabakh? Ben, tout simplement l'Azerbaïdjan et la Turquie, et qui a perdu, c'est l'Arménie et la Russie. Mais je pense qu'on va en discuter plus tard. Alors, quelles sont les évolutions? Alors, pour ce qui concerne l'armistice, il y a eu un cessez-le-feu donc, qui prévoit, comme sous l'égide de la Russie, et qui prévoit, comme en Syrie, des patrouilles conjointes entre la Russie et la Turquie. Voilà, ça c'est le contexte actuel. Bien entendu, ce cessez-le-feu, comme tous les cessez-le-feu, est en train d'être mis à bas par les Azerbaïdjanais parce qu'ils veulent relier. Et retournant à la carte, ils veulent non seulement reprendre tout le territoire du Haut-Karabakh, parce que pour l'instant, ils n'ont gagné que les 3/4 du territoire, mais ils veulent aussi créer un corridor au sud pour relier la poche de l'Azerbaïdjan qui est coupée par l'Arménie. Donc, la guerre n'est pas encore finie en tant que telle. Mais officiellement, le cessez-le-feu tient. Bon, alors, autre question. Donc, il y a une clé de lecture qui était à la fois Orient contre Occident et était à la fois chrétien contre musulman. Alors, il est évident que l'Azerbaïdjan, c'est des musulmans, mais être musulman ne veut pas dire nécessairement être islamiste, parce que par exemple, Assad aussi ou Saddam aussi était de musulmans. Par contre, il y a la Turquie qui joue quelque part, mais on ne sait pas exactement jusqu'à quel point, mais qui joue quelque part de toute façon sur le feu de l'islamisme. Alors, la question est jusqu'à quel point elle est valable dans ces conflits-là, la logique du choc de civilisation conçu comme tel. Ben, moi, en général, j'y crois pas beaucoup au choc des civilisations. Mais bon, je parle de l'idéologie au niveau américain, je veux dire, au niveau idéologique fixe. Il est évident qu'il y a le côté religieux aide. D'un côté, il y a un bloc à pratiquement 100% qui est d'une religion, et de l'autre, et de l'autre côté, il y a un autre bloc religieux à 100%. Cela étant, je pense que dans l'histoire, si on veut, de l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, est plutôt géopolitique plutôt que civilisationnelle ou religieuse. Tout simplement pour un simple facteur. Les Arméniens sont chrétiens, mais les Turcs, c'est des musulmans sunnites. Or, les Azerbaïdjanais sont des musulmans chiites. Donc, dans la logique de l'islamisme, comme on le connaît maintenant, et dans la logique du scénario actuel où on parle du fondamentalisme musulman et de la guerre entre les sunnites, wahhabites, salafistes et le croissant chiite, normalement, cette alliance est avec le diable et à contre-courant. Ce n'est pas logique. En plus, l'Azerbaïdjan, comme gouvernement, il a un gouvernement laïque. Alors, je précise, vu qu'on est en train de parler en français ici, que le laïcisme azerbaïdjanais, comme le laïcisme du baasisme irakien ou syrien ou le laïcisme libyen, n'est pas comme celui de la France, qui est plutôt considéré un athéisme pour les pays du tiers-monde ou les pays du Sud. Donc, ça reste un laïcisme dans le cadre de l'islam. Il ne rejette pas Dieu et la religion en tant que telle. Donc, il y a une question qui vient d'être posée. Les jeunes Turcs sont-ils musulmans? Pardon, les jeunes Turcs. Ah ben, ça c'est alors c'est assez difficile c'est assez amusant en fait d'explorer ce sujet-là, parce que le nationalisme turc à l'origine est laïque. Il est musulman mais laïque. Or maintenant le gouvernement turc de Erdogan est quand même une coalition entre le parti d'Erdogan, donc le parti musulman d'Erdogan, et le parti nationaliste turc, des Lougris, quoi, qui est laïque. Oui. Ça s'écoute, je bouge pas. Ah, je bouge pas. C'est bon maintenant? Ça coupe le... Là, on voit. Attends, je vais quitter quelques trucs là.
C'est mieux? Oui. C'est mieux. Attends, alors j'y vais. Donc, nous disions, il y a une coalition, le gouvernement turc, c'est quand même une coalition entre le parti musulman de Erdogan, mais aussi le parti nationaliste, dont la jeunesse, c'est les loups gris. D'ailleurs, c'est assez amusant et c'est assez cocasse qu'en France, ils ont dissous, après le fameux attentat, je ne vais pas reparler de l'attentat parce que c'est de la décapitation du professeur, on ne va pas parler du sujet, mais c'est assez amusant ou cocasse qu'en France, ils ont dissous qu'en premier mouvement, les comités de Cheikh Yassine, qui sont plutôt qu'étant salafistes, c'est plutôt un mouvement qui ne faisait pas beaucoup d'activités, mais qui était pro-palestinien. Et comme deuxième mouvement qu'ils ont dissous, c'est le mouvement des loups gris turcs. C'est pour un mouvement qui est laïque et le dissout sous prétexte que c'est de l'islamisme, c'est assez cocasse. Mais je pense que c'est dû à des questions géopolitiques de la France contre la Turquie, quand on parlera plus tard. Tout à fait. Alors, une question, justement, alors, rentrons dans le chemin que beaucoup de monde se fait, qui est valable en partie, parce qu'en partie, c'est vrai qu'il y a les chrétiens contre les musulmans, mais qui est justement valable en partie. Alors, ils se sont dit que la Russie devait être le paladin de chrétiens, et que puis finalement, la Russie, en négociant un cessez-le-feu favorable aux musulmans, aurait trahi ses propres alliés. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Mais écoute, moi personnellement, je pense que la Russie on peut dire que la Russie a fait une erreur, mais c'est vrai que la Russie n'a pas soutenu comme elle devait l'Arménie, mais pas pour une question de chrétienté. C'est tout simplement que le président actuel arménien n'était pas l'homme de lige des Russes et que l'homme de lige des Russes a été ostracisé par le gouvernement actuel ou le président actuel arménien. Et donc, je pense que Poutine a voulu punir tout simplement punir le président actuel arménien pour le compte de son allié qui a été lâché. C'est un peu, si tu veux, l'histoire de l'Ukraine que tu connais très bien, toi. C'est que l'homme de l'Union de la Russie à l'époque en Ukraine était un pourri, et c'est vrai que l'homme que je ne me rappelle pas le nom maintenant, mais l'homme des Russes en Arménie était un pourri. Donc voilà. Alors mais ils ont mal joué. À long terme, je pense que la Russie a fait une erreur stratégique très importante. Bon, alors, autre question, justement, parce que les Russes et les Turcs se sont trouvés plusieurs fois dans des situations assez compliquées, parce qu'ils se sont trouvés ensemble, ensemble, je ne sais pas si c'est le mot ensemble, ils se sont trouvés tous les deux à jouer un rôle important en Syrie. Du reste, un avion russe a été abattu par les Turcs, il ne faut pas oublier ceci. Après, quand même, il y a eu un passage, il y a eu un moment presque d'une espèce d'alliance entre les Russes et les Turcs après les coups d'État, moins par an après les putsch anti-Erdogan. Puis il y a un problème, ce problème-là sur l'Arménie. Il y a aussi un problème concernant la Méditerranée, etc. Quelles sont les relations entre les Russes et les Turcs? On peut les considérer des rivaux, des alliés, des ennemis, C'est une relation effectivement hyper et très complexe. D'ailleurs, toi, tu as rappelé très bien que la Turquie a abattu en Syrie un avion russe, mais la Turquie, entre guillemets, entre parenthèses, les Azéris, ont aussi abattu un avion russe dans cette guerre actuelle au Haut-Karabakh. Donc, ça fait 2 avions qu'ils ont abattus. Donc, c'est assez amusant. Et la Russie n'a toujours pas réagi. C'est assez incroyable. Parce que je pense que si c'était un avion américain, il y aurait eu un bombardement massif sur les capitales de chaque pays. Donc, moi, je pense que la Russie a un complexe historique envers la Turquie à cause de sa défaite militaire historique contre les Turcs. Il y a déjà ça qui est un problème. Puis la Russie a besoin de ménager un peu la Turquie parce qu'elle a besoin de l'accès à la mer Méditerranéenne. Même si les traités disent que le Bosphore ne peut pas être fermé. Mais en réalité, tout le monde sait que s'il y a une guerre, la Turquie contre la Russie, la Turquie fermera le Bosphore. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de la guerre de Syrie,
une des raisons pourquoi la Russie a voulu soutenir la Syrie, c'est pour maintenir sa base de Tartous, une base navale qu'elle avait en Méditerranée. Et d'ailleurs, ce mois-ci, finalement, les Russes ont bougé en Afrique et ils vont ouvrir une base navale au Soudan pour un peu se décoincer. Donc, il y a ce problème que donc, la Russie a besoin aussi de ménager la Turquie. Mais bon, il y a aussi une autre contradiction. La Turquie, qui est quand même une base militaire où il y a des bases militaires américaines, qui est l'oreille de l'OTAN pour l'Asie, pour cette région de l'Asie, et quand même, la Russie vend quand même des armes à la Turquie. C'est assez étonnant. Et malgré cela, il y a une espèce de confrontation en collaboration. Donc, ils s'affrontent en Syrie, ils s'affrontent en Haut-Karabakh, mais en même temps, quand ils font des trêves, ils font des patrouilles communes. C'est assez bizarre comme relation, c'est assez schizophrénique. La Russie est face à la Turquie en Libye, elle est face à la Turquie en Syrie, elle est face à la Turquie aux Azerbaïdjan, mais ils les ménagent quand même. Je pense que une des raisons, c'est que les Russes reconnaissent, par défaut, on peut reconnaître que les Russes ont une faiblesse. Militairement, ils n'ont pas la puissance militaire pour leur ambition politique. D'accord. Et autre question, alors, je ne sais pas comment on dit en français, les gens de l'Azerbaïdjan, les Azers. Les Azéris, moi je vous dis, mais bon, il y a des sont de chiites. Quelle est la position réelle de l'Iran par rapport à l'Azerbaïdjan? Ah, ça c'est très intéressant. J'ai écouté le discours du président, pas du président, du guide de la révolution iranienne, Khamenei. Et la position iranienne, ils étaient en porte-à-faux, les Iraniens. Parce qu'effectivement, techniquement, les Azéris sont des chiites. Normalement, ils auraient dû soutenir passionnément et avec enthousiasme la position de l'Azerbaïdjan. En réalité, l'Iran n'a pas non plus, n'a pas envie quand même d'avoir à ses portes une Turquie à ses frontières. Donc, l'Iran a pris une position très réservée et très nuancée. D'ailleurs, c'était la position officielle de la soi-disant communauté internationale. La position officielle de l'Iran. Et ils ont tenu à ça. Hein. Ils n'ont pas dérapé de cette position officielle. C'est que le respect des frontières internationales de chaque pays. Donc, ils ont dit aux Azéris qu'ils ne doivent pas envahir l'Arménie en tant que tel, en tant que pays reconnu internationalement, mais que le Haut-Karabakh appartient aux Azéris. Donc ça, c'est la position officielle. Et donc, ils ont été très modérés et ils n'ont soutenu, ils n'ont envoyé des armes à personne. Autre question, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le pion principal, le chéri, l'enfant chéri des États-Unis dans la Méditerranée, c'est la Turquie? Oui. On peut dire ceci. Oui, non, mais c'est la seule forme. Donc, on peut dire aussi que, de quelque manière, d'une manière très diagonale ou très indirecte, dans cette guerre en Arménie, actuellement, c'est une petite victoire tactique américaine aussi. Peut-être israélienne et aussi américaine, effectivement. Moi, je pense que les États-Unis soutiennent la Turquie sans aucun doute, tout simplement, même s'ils ont essayé peut-être de se débarrasser d'Erdogan avec le fameux coup d'État qu'il y a eu quelques années, parce que le chef, là, Gouloub, je n'en rappelle plus le nom maintenant, il est réfugié aux États-Unis. Mais soyons sérieux, les plus grandes bases militaires américaines sont en Turquie. C'est comme si vous voulez, c'est comme la 7e flotte est au Qatar. On veut me dire que le Qatar est en train de faire des choses sans que les Américains l'approuvent. Donc, il est évident qu'il y a des contacts militaires très poussés entre les Turcs et les Américains. Et même si les Américains ne sont pas à 100% peut-être d'accord avec les Turcs, ils leur laissent du lest. Ils ont tout au moins le consentement ou le feu vert des Américains. Sinon, les Turcs, je ne pense pas, ils auraient le courage de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a aussi, je pense que aussi, les Américains soutiennent les Turcs
parce qu'il y a quand même un vide sidéral de l'Europe. L'Europe a totalement disparu de cette région. Alors, on va en parler plus tard, peut-être avec la France et l'Allemagne, mais effectivement, l'Europe du Nord, l'Allemagne, les pays baltes, les pays scandinaves, n'en ont rien à faire de la Méditerranée. Et en plus, même l'Italie. Donc, ce vide sidéral de l'Europe a fait en sorte que même les Américains, peut-être à contre-cœur, ont dû laisser le terrain à la seule force valable, à la force militaire valable en Méditerranée, qui est la Turquie. Parce que les États-Unis, à l'instant, sont occupés avec la Chine. Excuse-moi une chose, il y a une question. Trump, et on en parlera plus tard. Il y a une question. Est-ce que tu peux dire quelque chose de plus sur le coup d'État d'Erdogan et des Américains? D'Erdogan? Oui, sur le coup d'État contre Erdogan sur le rôle américain. Oui, alors, à l'époque, il a été très certainement soutenu, le coup d'État, par les Américains. Et c'est Poutine, d'ailleurs. On revient au fameux problème de la relation complexe entre les Russes et les Turcs. C'est les Russes, les services russes, qui ont avisé à temps Erdogan qu'il y avait un coup d'État qui se préparait. Et c'est ce qui a sauvé Erdogan. C'est effectivement les Russes qui l'ont sauvé. Et c'est de là qu'a découlé la relation turco-russe et le fait que Erdogan, à la fin, a acheté de l'armement de la Russie. Mais cela étant, je pense que maintenant les relations turco-américaines, avec Trump surtout, ont été rétablies. Et effectivement, pour cette raison, les Américains qui sont préoccupés par la Chine, leur ennemi c'est la Chine maintenant, donc c'est l'Asie, ils ont laissé la main libre à Erdogan ou à la Turquie en Méditerranée parce qu'il n'y a pas de volonté de puissance européenne dans la Méditerranée. Alors, encore autre chose. La Turquie et l'Angleterre, la Turquie et Israël. Ah, commençons. Alors, la Turquie et Israël, ça aussi, c'est une relation très complexe. Parce qu'effectivement, les Turcs sont des alliés historiques avec Israël. D'ailleurs, les Turcs ont reconnu en 1948 immédiatement Israël. Donc, ils ont des relations très étroites avec Israël. Mais je pense que c'est des relations géopolitiques, dans le sens, c'est un peu comme l'Inde qui est alliée avec Israël. L'Inde est alliée avec Israël parce qu'elle est contre le Pakistan, contre les pouvoirs musulmans de l'islam. La Turquie est alliée avec Israël en fonction anti-arabe pour recréer l'Empire ottoman. Donc, à terme, et je pense que les Israéliens en sont conscients, vu que les Turcs, non seulement sont musulmans sunnites, mais éventuellement, leur dream, leur rêve, c'est de recréer, si on veut, l'Empire ottoman, éventuellement, et bien entendu, Jérusalem étant la troisième ville sainte de l'islam, c'est où le prophète, avec l'archange Gabriel, est monté au ciel. Donc, il est évident que à terme, d'ici quelques vingtaines d'années ou plus, la Turquie va s'affronter avec Israël. Mais pour l'instant, ils sont assez alliés fermes, malgré la rhétorique d'Erdogan pro-palestinienne et pro-arabe. Et avec les Anglais? Les Anglais, je ne sais pas si on peut parler des francs-maçons, mais bon. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est ça, je pense, il y a des relations depuis Atatürk avec les Anglais. Donc ça, je ne sais pas. Si tu peux développer ça un peu plus, je te laisse le soin de le développer. Non, je demande, parce que, alors, je sais que, par exemple, il y a beaucoup d'intérêts du British Petroleum qui vont avec le Turc. Il y a des intérêts. Et je sais que Boris Johnson a tenu tout un discours très pro-turc il y a quelques temps. Ben, il a des antécédents, il a des aïeuls turcs. La famille de Boris Johnson, et son grand-père, un de ses grands-pères était turc. Oui, je sais. Non, c'était je crois sa grand-mère. Il était esclave. Je ne sais pas, mais je me rappelle qu'il y a dans son arbre généalogique, il y a du turc quelque part. Et alors, autre question, tu as déjà peut-être un peu répondu. Quelles sont les relations entre la Turquie et les alliés wahhabites des États-Unis et d'Israël qui ont été
avec un coup de scène particulièrement relancé par Trump, justement. Ah ben, les relations avec l'Arabie Saoudite c'est des ennemis historiques. Je veux dire, l'Arabie Non, mais Saoudite. c'est pas l'Arabie. Oui, mais il y a aussi les Émirats. C'est assez bizarre. Moi, je pense, toute cette situation dans la région est très complexe. Parce que moi, je pense que la Turquie, par exemple, est en train d'utiliser les groupes islamistes d'une manière très fonctionnelle. Je veux dire, Erdogan est capable d'utiliser et de s'allier avec n'importe qui pour arriver à ses fins. Donc, les Émirats arabes unis sont assez complexes dans leurs relations parce qu'ils ont des relations très étroites avec l'Iran aussi. Donc, est-ce que les Émirats vont tomber dans ce fameux front anti-chiite? Je ne sais pas. Et donc, dans ce contexte, je ne sais pas quelle est la relation avec les Turcs. Et je pense qu'à terme, les Wahhabites vont s'affronter avec les Turcs. C'est évident. D'accord, donc le Turc, c'est entre les Wahhabites et les Iraniens. Ok. Pourquoi la France, alors, est-elle un désaccord si fort avec la Turquie? Pourquoi ils sont en désaccord avec la Turquie? C'est un grand problème. C'est Macron qui a essayé de. Moi, c'est comme un peu en pire, parce que la France la puissance militaire française est moins importante que la Russie, que celle russe. Je pense que Macron a voulu, et on a vu d'ailleurs avec le voyage au Liban, qu'il a fait au Liban par 2 fois, et le discours scandaleux qu'il a fait sur le Liban. Pardon? Oui, non, t'avais perdu, vas-y. Oui, d'accord. Donc je pense que la France a voulu, Macron à un certain moment a voulu, euh, dans un élan néo-gaulliste, créer une espèce de politique arabe inexistante désormais depuis plusieurs années dans la région et qui s'est plantée d'ailleurs totalement. On l'a vu au Liban. Les 2 voyages au Liban ont été scandaleux pour dire le moins. Et donc ça s'est mal passé parce que les Libanais, qui sont quand même des vieux routiers de la politique, quand le jeune Macron, le bébé Macron est venu leur faire de la rodomontade et leur donner des leçons de néocolonialisme, ils ont dit oui, 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 oui. Le moment qu'ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et comme la France n'a pas de puissance militaire et l'armée française est occupée au Sahel de toute façon, il n'a pas pu leur taper dessus. Parce que quand on sermonne quelqu'un comme un papa qui sermonne son enfant, il faut bien le fesser quand l'enfant ne tient pas la route. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de puissance militaire pour se tenir tête ni au monde arabe, ni à la Turquie. Mais la chose la plus importante, je pense, où il y a un problème, que la France a un problème avec la Turquie, c'est que l'Allemagne, donc l'Allemagne et comme j'ai dit avant, les pays baltes et l'Europe du Nord ne veut pas de guerre et de friction avec la Turquie. Alors, nos amis en France qui suivent peut-être Zemmour dit souvent que l'Allemagne ne veut pas bouger parce qu'elle a une immigration massive turque et elle a peur que ces immigrés, cette 5e colonne, bouge en Allemagne. Moi, je pense que c'est une mauvaise analyse. L'Allemagne ne veut pas bouger contre la Turquie parce que géopolitiquement, l'Allemagne a toujours été alliée, bien avant la Première Guerre mondiale, a toujours été alliée avec la Turquie. Oui, le lien, la première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont toujours été alliés. Donc, l'analyse de Zemmour sur l'immigré, la 5e colonne d'immigration turque est fausse, surtout que la plupart des Turcs en Allemagne sont des Kurdes d'origine. Donc, ils sont anti-turcs. Donc, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est où se trouve. Je pense que la France se trouve dans un. Macron a mis la France dans une position très délicate parce qu'il n'a pas la volonté, il n'a pas les moyens de sa politique, les moyens militaires de sa politique, et il n'a pas d'alliés. La France est seule. Personne ne le suit. L'Italie n'a aucune politique étrangère, comme tu sais, dans la Méditerranée. Il y a une guerre en Érythrée maintenant, et l'Italie n'en parle même pas. Ouais. L'Angleterre ne suit pas la France, et les pays satellites de l'Allemagne et l'Allemagne sont pro-turcs, en gros. Mais à la Grèce, voilà.
Je t'ai perdu. Oui, il y a la Grèce, je veux dire. Mais passons, Oui, il y a la Grèce. Il y a la Grèce, bien entendu. passons au deuxième point de la question, qui est quand même lié. Qui sont, grosso modo, hein, on peut faire un profil pour les choisis par Biden pour son administration? Ah ben, c'est déjà, c'est les néocons. En fait, c'est avec Biden, si on voit qui il est en train de nommer maintenant Biden, et je pense que Biden va gagner. Je veux dire, pardon, excusez-moi. Biden, je pense, va devenir le nouveau président, même s'il a triché et il ne devrait pas être le nouveau président. Je pense que Trump s'est trompé. Il a cru qu'il avait défait le deep state, l'État profond. En fait, il était prisonnier à la Maison Blanche. C'est l'État profond. On t'a pas rien entendu. Alors, je disais que. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que ma ligne est infecte. Attends, je vais essayer de quitter d'autres programmes. Oui, attends. J'essaie de quitter ça. Est-ce mieux? Oui, c'est bon là? Oui. Alors, je pense, qu'est-ce qu'on disait? Biden, pour l'instant, si on voit qui il a nommé pour l'instant, c'est tous les néocons qui sont en train de revenir. Kerry est revenu. Les hommes que Biden est nommé ont été quand même les architectes des guerres en Syrie, en Afghanistan et en Irak. Donc, et comme moi je pense que Biden ne pourra pas bien gouverner à l'intérieur des États-Unis parce qu'il y a une forte présence de la droite américaine grâce à Trump. 50% du peuple américain a voté quand même pour Trump. Et comme il a des problèmes avec son extrême gauche à l'intérieur du Parti démocrate, je pense que ça va être une politique internationale de guerre, d'intervention militaire à l'étranger. Et je pense que le grand erreur de Trump, je suis sûr, ou quoi, pardon, je suis sûr. Je suis convaincu que Biden va être le nouveau président des États-Unis, pas parce qu'il a gagné, mais parce que on sait qu'il a triché, mais parce que Trump a cru qu'il a défait le deep state, l'État profond. En réalité, l'État profond a tenu prisonnier Trump dans la Maison Blanche, et c'est l'État profond qui a gagné contre Trump. Et donc, la politique américaine va être on va revenir à l'Amérique gendarme du monde. Enfin, pour l'instant, si je peux me permettre d'intervenir, c'est tout. Donc, tu penses que, par exemple, ils vont essayer de... Côté Biden, pour l'instant, c'est tout sauf gagné. Ça commence même à sentir le roussi parce que même le département de la justice américaine a concédé qu'il n'avait pour l'instant pas trouvé de preuves de fraude suffisamment conséquentes qui pourraient impacter l'élection au complet. Par contre, ce que la plupart de nos médias omettent sciemment de mentionner, c'est que la citation elle n'est pas complète, c'est qu'il continue d'écouter, d'auditionner et d'examiner les preuves qui leur sont présentées petit à petit, et que pour l'instant, le gros dossier qui est porté non pas par l'équipe légale de Trump, enfin l'équipe juridique de la campagne de Trump, mais par Sidney Powell, ça c'est en Géorgie, ça a été déposé, en Philadelphie aussi, en Pennsylvanie aussi. Par contre, au niveau fédéral, le développement de l'affaire est en cours et le plus gros reste à venir. Donc, pour l'instant, ça reste tout à fait possible qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, quoi. Ceux qui ont tenté la fraude. Je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que même s'il obtient de mettre tout en cause, on arrive dans une situation qui s'effrite jusqu'au jour où la Pelosi va prendre le pouvoir intermédiaire. Et je pense qu'il n'y a aucune chance que Trump soit président. Si tu peux, il peut toujours préparer la loi martiale et réorganiser d'autres élections sous le contrôle de l'armée aussi. Hein. Non, mais attends. Oui, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que il ne pourra pas. Alors, les États-Unis ne pourront jamais admettre une chose pareille. Donc, il y aura tout contre.
Je pense vraiment, moi j'espère bien que ça passe. Moi, ce que j'espère, c'est la guerre civile aux États-Unis. Ouais, moi, je n'y crois pas trop. Avec ta permission, Gabriele, Oui. je suis plutôt d'accord avec Jules. On a deux présidents américains de mémoire 1802, 1800. Oui, mais au 19e siècle. Ouais, Gilbert, attends, ouais, je vais la placer celle-là. 1802, 1840. Accessoirement, à la Chambre des représentants, au cas où Trump a réussi, et c'est ce que Jules, me semble-t-il, essayait de dire, au cas où où Trump aurait réussi à démontrer un certain nombre de fraudes dans des États, nous ne sommes plus dans des votes par représentants. Nous sommes dans des votes par État, ce qui change en fait complètement la représentation politique de la Chambre des représentants. Trump peut en apparence avoir perdu, ça n'est pas forcément évident, et l'intérêt des marchés financiers, puisque on a actuellement en fait une lutte entre la Big Tech et Wall Street aux États-Unis. L'intérêt de Wall Street, c'est le chaos pour pouvoir jouer de la volatilité sur les marchés. Voilà. La Big Tech, en fait, c'est imposer la dictature qui est une stabilité. En ce sens, je pense que le match n'est pas fini. Et avec tout le respect que je dois à Gabriele. Et j'en ai Non, mais les chaos, tout à fait possible. Moi, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que ça, on ne pourra jamais s'arranger aux États-Unis à dire nous avons fait une fraude, excusez-nous. Donc, Si. ils ne pourront jamais l'admettre. Après, qu'on arrive à une situation d'impasse, ça c'est autre chose. Je l'espère beaucoup. Ça c'est autre chose. Je ne crois pas qu'on puisse se dire Trump a gagné ou on refait les élections. Ça non. Je pense qu'on pourra arriver avec de pouvoirs opposés qui s'opposent et qui s'annulent. Donc les chaos, donc le gain en bourse. Donc, mais après, ce sera la Pelosi qui va apporter la mise en partie. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Ça c'est possible. Mais je ne pense pas que Trump soit élu président simplement par un recours. Si vous permettez, vous avez raison, Alexandre, et vous avez tous les deux raison, Jules. C'est que légalement, juridiquement, et la loi permettrait, il y a une voie de victoire de Trump. C'est-à-dire, mais pour faire cela, il faut que la Cour constitutionnelle, vu que tous les recours que Trump a fait pour l'instant au niveau de la justice de chaque État et même au niveau de la justice fédérale, les recours ont tous été déboutés. Il faut qu'il arrive à la Cour constitutionnelle américaine. Or, la Cour constitutionnelle américaine doit dire que les élections, au moins dans les 6 États pivots, ne sont pas valables pour que le Congrès intervienne, donc la législature intervienne. Et effectivement, là, les républicains ont la majorité. Parce que ce n'est pas le nombre de représentants au Congrès qui va voter, mais chaque État a une voix. Et comme les républicains tiennent la majorité des États américains, normalement, Trump peut gagner. Donc, effectivement, au niveau légal, juridique et constitutionnel, Trump peut gagner. Et effectivement, comme c'est Alexandre qui l'a dit, il y a eu 2 présidents américains qui ont été élus à travers le Congrès. Mais où il faut prendre en compte, c'est que à l'époque, les médias n'avaient pas le pouvoir qu'ils ont maintenant. Les médias ont rapidement déclaré Biden victorieux et les chefs d'État internationaux et même la Chine ont déjà félicité Biden pour sa victoire. Donc, je vois mal, sous cette pression des médias et de l'international, la Cour constitutionnelle américaine, même si elle est pro-Trump, d'annuler les élections. Il y a quand même 2 éléments qu'on a omis dans l'analyse, c'est que même s'il y a une énorme pression effectivement internationale, médiatique, etc., il y a la grosse complexité en cas de fraude avérée à terme, hein, pas forcément dans les temps pour que Trump soit réélu, mais que les gouverneurs, les secrétaires d'État des États respectifs pourrait commettre un parjure ou plutôt un crime de haute trahison en certifiant, pour l'instant, alors qu'il y a justement des contestations, en certifiant les résultats. Alors c'est pas un précédent encore parce que ça reste à être établi, mais en Arizona, il semble bien que la législature justement qui est républicaine soit quasiment prête à user de son droit constitutionnel qui est de bypasser les résultats de l'élection aux
suffrage universel pour choisir eux-mêmes leurs grands électeurs, auquel cas on n'est pas dans le scénario un État, une voix, mais le nombre de grands électeurs de l'État décidé par les législateurs. En Arizona, c'est en passe d'être potentiellement acté, il faut voir si ça va se faire. Mais il est possible que ce soit en Géorgie, en Pennsylvanie, ça bouge. En Michigan, Wisconsin, ça paraît plus compliqué pour ça parce qu'ils ont l'air, enfin, ils n'ont pas du tout le même esprit que dans les autres États. Par contre, c'est quand Michigan et Wisconsin sont quand même les deux États où il y a les choses les plus flagrantes en termes de d'urne. Et là, c'est en train d'être non pas d'être exposé, mais d'être déposé devant les cours. Et quand bien même les cours des États s'y opposeraient, limite c'est la stratégie justement de l'équipe de campagne et de Powell, c'est allez-y, mettez-nous des bâtons dans les roues, on finira à la Cour suprême. Et si la Cour suprême au final décide malgré tout dans le sens de Trump, on n'aura même pas besoin d'aller à la Chambre des représentants et ça sera le collège électoral dans tous les cas, mais avec, toutes ces possibilités, ça reste de la spéculation et c'est ouvert. Hein, voilà, c'est la spéculation et surtout, on derrière, mais ce que je veux dire, on va parler d'autre chose finalement. Donc, alors, disons que on parle de ce qui se passera sous l'administration démocrate, s'il y aura l'administration démocrate. Si jamais il restait Trump, on sait déjà qu'est-ce qui se passe parce qu'on le connaît. On connaît la politique américaine. Alors, voyons, laissons l'hypothèse que ce ne sera pas le démocrate. Jules, une longue période d'instabilité interne et j'espère aussi qu'il y a guerre civile, mais ça peut être trop espéré. Ceci étant dit, actuellement, l'orientation générale est que Biden est le président. Donc, à ce moment-là, si Biden est confirmé président, et de toute façon, s'il y a un démocrate, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la guerre en Syrie de nouveau? Ah oui, alors, effectivement, moi je pense, je ne veux pas retourner sur la discussion des élections américaines. Mais par contre, ce que Trump est en train de faire maintenant, et c'est important pour la politique internationale de Biden, comme Trump, parce qu'il est en train de s'investir pour son avenir politique, a fait bouger les conservateurs, le peuple conservateur américain, quoi, les rednecks qui sont descendus dans la rue. Et donc, Biden, président, il va avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, admettons que Biden soit président, il va avoir une pression à sa droite, c'est-à-dire le peuple de Trump, le populisme trumpiste, qui va faire pression sur Biden à sa droite, et à la gauche de Biden, les Sanders et les autres Cortez qui sont à l'intérieur du Parti démocrate, qui ne sont pas contentes, vont créer un problème interne de gestion de la politique intérieure américaine. Donc Biden va très probablement, s'il arrive à gouverner 2 ans, parce son état de santé est en train de détériorer aussi. Hein. Donc, très probablement, les premières années de la politique de Biden va être dirigée vers l'international. Et je pense, avec les gens qu'il est en train de nommer en ce moment dans son administration, c'est une administration de faucons, néocons, dont l'objectif est de refaire des guerres ou de repositionner les États-Unis comme gendarmes du monde. Et d'ailleurs, ils sont en train déjà de réétudier, de faire des accords avec la Chine, et c'est très bizarre. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que l'assassinat du père de la bombe du programme nucléaire iranien qui est mis dans ce contexte. Certains experts disent que les Israéliens ont voulu donner un message codé à Biden pour le dire de ne pas relancer le fameux accord nucléaire d'Obama entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est pour ça qu'il y a eu. Et cette action qui s'est passée dans une ville iranienne contrôlée par les gardiens de la Révolution, c'est à la Hollywood. C'est hallucinant. Ça ressemble à Mission Impossible. Ils ont fait exploser une voiture piégée et puis il y a eu 12 hommes armés
qui ont abattu, qui ont fini qui ont achevé ce dirigeant iranien et ils se sont échappés. Personne ne les a arrêtés. Donc je pense que les Israéliens ont eu comme sous-traitants les Moudjahidines Khalq. Autre chose, les CFR ayant repris, évidemment dans le cas où Biden soit confirmé, ayant repris le règne de la Maison-Blanche, ils ont forcément intérêt à alimenter la tension à l'Est, entre l'Europe et la Russie. Comment feront-ils, s'ils font ceci, comment feront-ils pour continuer d'utiliser les groupes Visegrad pour leur intérêt? Je te laisse répondre à ça. Laisse-moi penser, réfléchir. Tu m'as eu là. C'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Parce que Visegrad a été utilisé carrément de façon pro-anglo-américaine jusqu'à maintenant. Avec la celle de Visegrad qui n'était pas vraiment anglo-américaine et urbaine, mais les autres, ce sont des pions américains. Donc, et utiliser Visegrad tout en tenant un discours démocrate, c'est pas si simple que cela. Avec ta permission, Gabriele? Vas-y, vas-y. Ouais. Bon, donc on est dans la politique fiction, Biden a gagné, etc. Machin. Pas oublier que Biden est essentiellement quelqu'un qui est on va dire un politique moyen au sein du Sénat. C'est pas un aigle au niveau américain, et c'est quelqu'un qui est intellectuellement plutôt aux fraises, quoi. La vraie question, c'est sous combien de temps son vice-président, sa vice-présidente, même si elle est très masculine dans son rapport au goût, ouais, on va le présenter comme ça, Gilbert, Kamala Harris va prendre les manettes. Puisqu'en fait, la réalité de l'administration démocrate, pour moi, tu l'avais suggéré, Gabriele, si ma mémoire est bonne, ça serait plutôt Madame Harris. Je ne sais pas s'il faut voir le truc comme ça ou pas, et je vous passe la main à tous les deux. Oh, j'ai perdu le son. Bon, je pense que moi, ce que j'ai dit, c'est sous Harris, je pense que c'est le dessin de grands stratèges du libéralisme gauche, ce qui ne veut pas dire que ça aboutira. Je dis que peut-être qu'ils ont passé un accord pour lequel Biden laisse la Maison-Blanche avant le terme pour faire arriver une fille qui ne sera jamais été élue autrement, parce que les Américains sont très misogynes. Donc, en plus, elle n'est pas très convenante, donc il faut d'abord lui créer, une fois qu'elle est importante, une vision, une image acceptable, puis peut-être elle devient vice-présidente ou devient présidente pour aller en 24 défier le candidat républicain. Mais c'est une hypothèse, hein, évidemment. En revanche, bon, mais ça, c'est quand même une question plutôt interne. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, restons toujours dans une, comment dirais-je, dans une administration démocrate. Qu'est-ce qui va-t-il changer, par exemple, les relations avec la Chine, au moins d'un point de vue du soft power, c'est-à-dire de mots, de gestes, etc. Comment va-t-elle réagir et comment va-t-elle changer et que vont-ils faire dans le Pacifique où actuellement, il faut dire qu'avec l'accord que la Chine a passé avec le plus grand pays de l'Est, avec aussi le lancement de la politique hypothétique du Pacifique lancée par l'Allemagne, sur laquelle le Japon et l'Inde sont plutôt d'accord, la ligne proposée de Trump semble avoir été complètement détruite. C'est vrai. Biden, d'ailleurs, tout le monde dit, tout au moins les politologues américains prévoient que Biden sera président pour 2 ans. Donc, la présidence de Biden est prévue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais on prévoit que Biden, au bout de 2 ans, va tenir 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est Kamala Harris qui va prendre le pouvoir. C'est ce qui se dit aux États-Unis. Cela étant, Kamala Harris, parce que je sais qu'elle est présentée comme femme de couleur, des minorités visibles en Europe.
Kamala Harris est multimillionnaire. Je veux dire, Kamala Harris est tout sauf une pauvre. Kamala Harris n'est pas black parce que son père est jamaïcain, à moitié blanc, à moitié black, qui est un grand professeur d'une grande université américaine, mais sa mère est indienne, elle est biologiste dans une grande société multinationale américaine. Donc, elle fait partie, comme Obama, des élites aux États-Unis. C'est pas des pauvres immigrés venus de nulle part. Mais vous m'entendez là, parce que j'ai perdu. Oui, oui, oui. Ah, c'est bon. Alors, par contre, il y a quelque chose qui bouge aux États-Unis, même au niveau international. Aujourd'hui, CNN, qui a toujours combattu Trump sur l'histoire du virus, du Covid, qui a une origine chinoise. D'ailleurs, Trump, si vous vous rappelez, appelait le Covid the Chinese virus. Et d'ailleurs, au début, il l'appelait Kung Fu virus, au début, et qui a créé scandale. Aujourd'hui, CNN a quand même déclaré qu'ils ont des preuves que le Covid vient de Chine. Donc, même CNN, maintenant, s'est débarrassé de Trump, est en train de faire barrière à une pacification entre la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, cette semaine même, Apple a demandé à son sous-traitant chinois d'ouvrir sa prochaine chaîne de production au Vietnam. Donc, même Apple est en train finalement de se désengager de la Chine. Donc, il y a même dans le soutien des démocrates, donc Apple par exemple, et CNN maintenant, un positionnement anti-chinois qui étrangement revient à la politique de Trump. Donc, oui, je pense. Avec d'autres tons et d'autres couleurs. Oui, bien entendu. Trump, normalement, c'est d'abord je frappe sur la table et après je mets d'accord. Les autres, d'abord je les mets d'accord et puis je frappe sur la table. C'est un peu la différence de la logique. Absolument. Je veux dire, eux, ils veulent faire la guerre contre la Chine. Tandis que Trump aurait peut-être fait un accord. Il était content, Trump, de faire payer les Chinois plus de taxes et de trucs comme ça. Tout à fait. Donc, ça va rendre plus compliqué les évolutions dans le Pacifique sur lesquelles Japon, Inde et Europe même sont en train d'évoluer actuellement. Absolument. Mais le problème, c'est où va se retrouver le Japon? Parce que le Japon, est-ce qu'il a intérêt à voir les Américains faire une guerre contre la Chine? Parce que c'est un gros morceau, la Chine, quand même. C'est pas l'Irak, c'est pas la Libye, la Chine. Non, le Japon n'a aucun intérêt de voir. Puis les Japonais, tout le monde pense que c'est des pions. Ce n'est pas des pions. Ils ont été encore pire. Ils ont été encore placés encore pire que les Allemands après la guerre. Donc, ils ont joué dans le cadre où ils pouvaient jouer. Donc, ils ne pouvaient pas qu'être sous les Américains. Mais ils ont grimpé. Et n'oublions pas que les Japonais savent pertinemment que ils se souviennent parfaitement d'Hiroshima. Hein. Il ne faut pas oublier. Mais attends, il y a un truc. Aux années 90, il y avait de l'héroïne que de pays de l'Est arrivait aux États-Unis qui faisait escale au Japon. Et les Japonais n'ont jamais fouillé. Ils ont laissé passer chaque fois l'héroïne, tout en sachant qu'il y avait pour aller aux États-Unis. Donc les Japonais ne vont pas se faire jouer par les Américains, ça c'est certain. Donc tout ce qui pense que les Japonais vont faire les petits soldats anti-chinois pour les Américains, c'est trop. Oui, mais ce qui est préoccupant par contre, c'est que l'Europe et les populismes en Europe, vu qu'on va en parler prochainement, sont en train de s'aligner sur une politique anti-chinoise. Oui, mais attends, la question, c'est pas d'être pro ou anti-chinois. La question, c'est d'être pro soi-même. Oui, justement, c'est pas dans la. Parce que tu dois surfer entre tout, parce que tu ne veux pas non plus être pro-chinois. Non, absolument, mais je veux dire, malheureusement, je pense que l'Europe et les populismes sont en train d'entrer en fonction anti-chinoise, pro-américaine, comme à l'époque de l'Union. L'Allemagne n'a aucune envie là-dessus, la France non plus, je crois.
Il faut voir, oui, c'est possible. Bon, je ne pense pas à ça. En revanche, Il y a le prochain président en France. N'oublie pas qu'il y a les élections. voilà. La question est exactement ça. Dans cette nouvelle présidence américaine, sauf s'il y a le miracle qu'il n'y aura pas cette présidence, mais cette nouvelle présidence américaine, et quelles sont les intrusions, par exemple, dans la politique française et dans la présidentielle française, vont tourner vers quoi et comment vont le monter? Parce que, par exemple, actuellement, le client principal des Américains est De Villiers. Absolument. Mais De Villiers est un conservateur, un homme de droite. Donc, je ne pense pas que ça soit le client de démocrate. Ils vont peut-être choisir un autre client pour essayer de réaliser un atlantisme. Le problème, c'est qu'à gauche, il n'y a personne. Ben, il ne doit pas être à gauche. Ben, ils peuvent prendre Marine Le Pen, après tout. Non, je veux dire, ils peuvent créer. Non, ben non, ne se crée pas. Non, ils peuvent créer quand même un personnage. Ils peuvent créer un personnage. Je veux dire, je ne parle pas de lui, évidemment, mais il peut toujours créer un Juppé ou quelconque. Non, mais pour Marine Le Pen, je taquinais oui, les gens. Non, moi, je pense que l'homme des Américains en ce moment en France, c'est De Villiers. Tout à fait. Alors, est-ce que les démocrates peuvent soutenir De Villiers? Mais je ne sais pas. Mais ils ont un problème de rechange. Il n'y a pas, pour l'instant, je ne vois aucune autre personnalité. Parce que je vois mal les gens voter pour Juppé, par exemple. Avec votre permission. Avec votre permission, personnage dans la Juppé. Et tu vois, Macron a été créé en 2 ans. Hein. C'est vrai. Alors, et il manque encore 2 ans, donc c'est pas impossible de créer un personnage. Avec votre permission tous les deux, Gabriel et Gilbert. Quelqu'un, Alexandre, voulait intervenir, vas-y. Ouais, donc bon, sur la réalité du pouvoir, et en particulier du pouvoir profond actuellement à Paris, en fait, ce qu'on peut remarquer, on a un Premier ministre sarkozyste, un ministre de l'Intérieur sarkozyste, et on a des macronistes aux manettes. Dans la réalité du pouvoir profond, actuellement, c'est une lutte. Ça se passe de manière française assez souterraine, et il est sur l'issue en fait de la lutte, c'est objectivement assez indéterminé. La France est l'un des pays les plus soumis sur l'agenda de Davos. Ce qui est évident, c'est qu'effectivement un candidat type Juppé serait bienvenu. Après, en fait, avec l'accord du peuple, le but, effectivement, c'est toujours éviter la confrontation et avoir l'assentiment populaire. Et pour revenir à la question initiale, quel est l'agenda démocrate et qu'est-ce qu'une administration Biden pourrait signifier? En fait, il y a 2 nominations qui sont quasiment confirmées par Biden et une nomination à confirmer. On a l'ancienne responsable de la Fed, donc Janet Yellen, qui serait secrétaire d'État au Trésor. On a Hillary Clinton, qui serait nommée ambassadeur auprès des Nations Unies, et Victoria Nuland, qui serait Secretary of State, ministre des Affaires étrangères, peut-être pour Madame Nuland, sachant qu'en fait, le vrai problème avec Madame Nuland, c'est que c'est surtout la femme de Monsieur Kagan. Donc, on est sur un agenda néocon et on en revient finalement à Trump contre Hillary Clinton, à savoir qu'est-ce qui serait passé si Hillary avait gagné contre Trump. Je pense qu'en fait, on est vraiment sur un agenda, en fait, un retour en arrière. On revient 4 ans en arrière, oui. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je le vois au niveau américain, à savoir sur les implications que ça aurait au niveau de l'État français, à voir. C'est un petit peu compliqué en ce moment et je vous laisse le mot à tous. Mais moi, je pense que ce soit De Villiers, le général, ou un homme comme Juppé, c'est la fin de la France indépendante. Là, il n'y a plus de gaullisme, c'est fini. Ou Sarkozy, pareil. Hein. Oui, mais c'est pire. Je veux dire, avec De Villiers ou Juppé, c'est pire que Sarkozy. Oui, là, pardon. Attends, non, Gilbert, ça fait quand même entre Sarkozy, Hollande et Macron, c'est une lente descente aux enfers. On peut toujours aller plus loin dans l'abjection. On est d'accord.
Ça dépend de quoi on parle. Bien sûr, c'est du nombre de centres à faire. Ça, c'est hors discussion. Mais là, on parlait de la autonomie internationale. Évidemment, Macron et Hollande, c'est beaucoup plus, entre guillemets, gaulliste que Sarkozy, qui est complètement anachroniste. Ça aussi. Pas forcément, en fait. Réfléchissons à l'intervention en Libye. À un moment, en fait, il y a une forme d'autonomie de Sarkozy qui permet de récupérer la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord, mais en jouant, c'est un peu le jeu qui avait déjà été fait par Giscard, que l'autre homme le plus atlantiste et l'autre président plus atlantiste en général de la France, et qui quand même se fait quand même baiser, c'est de jouer le gendarme à la France, essayer de jouer la France comme l'allié américain en Afrique pour contrer les Chinois, alors savoir que les Américains n'ont pas envie de contrer les Chinois en Afrique. Mais c'est vrai, par contre, c'est vrai que la guerre de Libye, les Américains ne la voulaient pas. Sarkozy, les Anglais. Ouais, les Anglais, c'est les Anglais. Tout à fait, on est sur un agenda anglais au départ. On est sur un agenda émissioniste. Bah, on peut être con de toute manière. Hein. Je veux dire, il suffit pas d'être. Du reste, n'oublions pas que de la façon dans laquelle, je veux dire, Sarkozy il a fait faillite avec son quinquennat. Ça va être évident. Alors maintenant, il faut voir si Macron ne fera pas la même faillite, parce que Hollande a fait faillite aussi. Donc on verra bien, parce que on a commencé à instaurer le président non rééligible depuis 2007. Hein. Cela étant, Macron peut être réélu. Oui, je sais. Cela étant, on n'a personne d'autre à part Macron. Pour l'instant, aujourd'hui, en l'état des sondages, malheureusement, il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a de Villiers. Non, je veux dire, aujourd'hui, s'il y a une élection comme la précédente, Macron-Le Pen, Macron est réélu, je pense. Mais je veux dire, tu peux te rejoindre à ce stade. Je ne te permets pas de dire que Marine Le Pen est la meilleure alliée de l'oligarchie. De qui? La meilleure alliée de l'oligarchie. Sinon, c'était en fait, j'ai dit que Marine Le Pen était la machine à perdre qui permettait à l'oligarchie de toujours placer son candidat. Oui, mais ça c'est un plus, c'est quelque chose qui ont essayé, qui continuent de faire un peu partout. Hein. Donc, ils créent toujours un personnage sur lequel on arrive à catalyser la défense de la bourgeoisie, alors que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Salvini, que ce soit l'AfD, que ce soit ce que vous voulez, c'est parfait, c'est une logique. Mais je veux dire même que souvent, ces gens-là sont même inventés par les médias. Salvini, la Lega était à 4%. On a vu qu'il était capable de dire des choses qui touchaient les cordes les plus bêtes, mais peu importe, les cordes de gens. Et pendant 7 ou 8 mois, Salvini était sur toutes les chaînes de la télé de façon continuelle. Donc, c'est grâce à ça qu'il est passé à 22, 23, 24%. S'il avait été quelqu'un d'intelligent, il n'aurait jamais été invité. Il a invité parce qu'il savait très bien qu'il était très performant et très con. Et donc, ils l'ont très bien utilisé. Et donc, c'est assez logique. Cela étant, on parle beaucoup du plafond de verre en France, mais à force, à chaque élection de monter, un jour ou l'autre, ils peuvent avoir aussi, à force de jouer avec le feu, ils peuvent avoir une surprise. Parce que Marine Le Pen a quand même, aux dernières élections, elle a quand même augmenté de plusieurs millions. Elle a eu 11 millions de voix quand même, hein, mine de rien. Oui, mais tu vois Marine Le Pen en Élysée, toi? Non, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours se souvenir de la remarque de Jean-Ma en 2002 quand on lui a dit au lendemain du premier tour, on va gagner, on va gagner. Et Jean-Ma, avec son intelligence stratégique, avait dit, mais Dieu nous en garde. On n'a pas 90 préfets à mettre, les gars. Détendez-vous. Au pire, on va faire un bon score et peut-être on aura quelques élus au Parlement. De toute façon, moi, je suis venu là, alors, en 2002, dès que j'ai découvert qu'il avait passé le premier tour, je suis foncé à Paris et j'ai passé tous les 14 jours de la campagne qui n'a pas eu lieu du reste
poursuivre l'événement historique. Mais quelqu'un qui passe au deuxième tour à 16% et 16,5%, ce qui était, et qui est quand même le loup méchant de la table, ça me paraît absolument évident qu'il n'a aucune chance de devenir président. Alors, lui, il le savait très bien. Moi, j'en souviens dans tout son entourage, tous les électeurs, qu'il disait et qui donnait de coups de coude, qui souriait avec une air, il disait, les RG nous donnent à 40%, on peut avoir des surprises. Et quand on arrivait à dire, mais excusez-moi, maximum que vous pouvez prendre, c'est grignoter un point ou deux, où elle va, on t'a regardé comme si c'était un traître. Donc, excellente remarque. Voilà. Bon. On a tout fait. Hein? On peut lire les commentaires, peut-être il y a eu des. Oui, parce qu'il y a les commentaires. Attends, j'ai oublié ça. Alors. Il y a des commentaires. Vas-y, lis toi-même. Alors. On est en train de lire. On a presque traité de tout, j'ai l'impression. Je suis en train de regarder. Oui, bon, on n'a pas le remarque d'Arthur, les Russes ont financé la construction d'une réplique de Sainte-Sophie dans une ville chrétienne syrienne, faisant de cette manière un doigt d'honneur à Erdogan. Oui, c'est vrai. Sur la France, on peut faire un petit peu les Chinois. Ah, les Chinois, justement. Les Chinois sur la question de la guerre de Karabakh. Qu'est-ce qu'ils ont pris, ils se sont intéressés comment de ça? Attends, c'est où la question? Les Chinois dans la guerre du Karabakh, qu'est-ce qu'ils étaient de quel côté? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai rien entendu sur la position de la Chine. Si quelqu'un des participants ici a entendu quelque chose. Non, rien. Rien. J'ai rien entendu. Rien lu du tout sur la Chine, la position de la Chine. C'est bon qu'ils s'en foutaient carrément. Je pense. On a une bonne remarque de Vincent sur la capacité à fabriquer un candidat en moins d'un an. Et où en bas alors? Je ne l'ai pas vu encore. Ah, le pouvoir, parfois, on peut même fabriquer quelqu'un en un an. Oui, justement. Ce qu'on a fait avec Macron, finalement. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent faire 2 de suite? Un an et demi, il a mis pour Macron, disons. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent faire 2 de suite? C'est la question. Et puis, en plus. Je vais répondre au nom d'un de mes anciens employeurs, Charles Pasqua. Plus c'est gros. Ah oui. Si je vais de leur côté, vu ce qui s'est passé d'abord avec les Gilets jaunes, maintenant avec toutes ces histoires sur la lutte contre la loi, etc., je dirais un populiste de gauche. N'oublions pas que notre cher Jacques Attali national avait bien dit il y a 1 an et demi, 2 ans, je connais l'identité de celle qui sera la prochaine présidente. On en fait ce qu'on veut, mais Jacques Attali a dit. Celle, pour l'instant, nous n'avons que Naïm. Non, c'est en fait, sous-entendez Marion, c'est ça que voulait dire Jules. C'est tout le travail des réseaux sionistes en France qui pousse actuellement Marion. Oui, non, mais c'est intenable. L'écho des canuts. Alors, minute. Non, Gabriel, sur Marion, il y a un problème qui est générationnel en France. C'est le même problème qu'aux États-Unis. On a des gens qui ont 70, 75 ans. Personne n'en peut plus, avec un horizon qui a l'air globalement indépassable, qui est leur espérance de vie. Finalement, en fait, tu mets une tête de gloupil avec une perruque de blonde qui a moins de 40 ans, un peu bankable sur des journaux à scandale italiens. Est-ce que ça peut pas passer?
Et là, en fait, on a la réponse à la question que Attends. posait Gilbert. Est-ce qu'on peut faire 2 fois le même coup? Oui, minute. Alors, quand Marion a donné ses démissions en 2017, c'est ça? 2016. Moi, je dis, n'oublions pas que la Maison Blanche a répondu à Marion et pas Marine. Moi, je dis, elle va essayer de se présenter aux élections présidentielles de 2022 ou maximum de 2027. Donc, elle va jouer le jeu, elle va être le Sarkozy en jupe. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Simplement, je ne vois pas comment réussir à faire élire Marion, qui n'a aucun parti derrière elle, qui ne peut pas représenter les Républicains avec le Front National, le Rassemblement National, où Marine ne veut pas accepter de ne pas se présenter, et tellement un discours de toute manière qui pourrait aller bien dans le sens de Trump, pas tellement dans le sens de Biden. Donc, je le vois un peu faible que ce soit. Mais si je ne me trompe pas, il y a un rapprochement entre Florian Philippot et Marion Le Pen. Tout à fait, Gilbert, d'une part. D'autre part, pas oublier que pour la première fois, le bipartisme français a explosé avec l'élection de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une répartition électorale qui est en 4 quarts. Front National, les Républicains pour 3 sous, La République en marche, et ce qui reste en fait du PS, PC, etc. Donc, le jeu, en fait, électoralement, est globalement ouvert pour un candidat. L'exemple type étant Macron. Il ne faut pas oublier que on est sur une élection qui dépend du fait majoritaire. Tu passes le premier tour, ça joue entre 2 personnes. Oui, pour l'instant, Marion n'a pas les moyens qui certes, bon, tu vas dire vont lui donner, mais il n'a pas énormément de moyens malgré tout. Non, elle n'a pas les moyens intellectuels et en théorie, elle ne peut pas passer. Mais c'est une vraie question. Une vraie question qu'avait posée Gilbert. Est-ce que le système ne peut pas refaire 2 fois le même coup? Cela étant, pour revenir à Marion, moi je pense que c'est quand même impardonnable. Et d'ailleurs, Jean-Marie l'a dit, quoi. C'est impardonnable de quitter le bateau entre les 2 tours. C'est de la trahison. On ne démissionne pas. Elle aurait pu attendre. Donc, elle est fiable. Donc, elle est fiable. Oui, oui, dans ce sens-là. Oui, pour aller à l'Élysée, de montrer qu'elle est traîtresse. C'est pire que de la trahison, Gilbert. C'est de l'incompétence. Et c'est ça que reposait c'est exactement, en fait, à la position de Roland Dumas quand il était au Conseil constitutionnel et mis en examen. C'est une position qui est très mitterrandienne, qui consiste à ne jamais quitter le pouvoir. Marion n'a pas les sous. Alors, pour arriver à ça, il faudrait la financer largement. Tu me diras, ils pourront le faire. Non, je t'assure que ça se trouve en ce moment, il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas un problème d'argent. Ça n'est pas non plus un problème de parti, ça va être un problème d'espace politique. Moi, je pense qu'ils feront une erreur si le maire de Béziers, là, comment il s'appelle, le crétin? Ménard. S'il y a Ménard, lui, Alliot, Marion, et s'il s'approche maintenant, Marion s'approche avec Florian Philippot, ils font une espèce de front de la droite non frontiste. Mais je pense que ce serait une erreur parce qu'en réalité, ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont se diviser les voix. Ce qui est pas faux. En même temps, bonne remarque de la montée en puissance de Philippot. Pardon? Bonne remarque de ta part. Il y a Philippot qui, depuis 3-4 semaines, fait une grosse montée en puissance qualitative en critiquant, en fait, de manière très intelligente, assez habile, tout l'agenda de Davos. C'est-à-dire qu'en fait, il le met en avant, il l'explique, et on peut avoir en fait un ticket Marion Philippot. Ça peut être extrêmement intéressant. De toute façon, en fait, la question, c'est pourquoi Philippot reviendra au front. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, en fait, un ticket Philippot-Marion, qui n'était pas évident il y a encore 7-8 ans, est-ce que ce n'est pas une porte de sortie du système? Oui, mais il va présenter son livre à l'Institut à l'Université de Marion, si je ne me trompe pas. Il va faire une conférence là à Lyon. Je ne sais pas. J'ai pas suivi. J'ai entendu aujourd'hui. Il a été invité par Marion pour aller parler parler du Covid. À suivre. Ceci dit, Florian Philippot, en ce moment en France, au-delà de ceux qu'il représente ou il ne représente pas, ses positions sur le Covid et sur Davos et
et les problèmes sociaux de la France, les gilets jaunes, il est cohérent et ils ont une logique. Ah non, non, là, je suis entièrement d'accord. Philippot, c'est son souverainisme et cette voilà, le grand problème de Philippot, c'est son Frexit. Voilà. Voilà, mais sinon, tout le reste, il est cohérent, il a une politique très, très, très sérieuse. C'est un plaisir de l'entendre. Mais malheureusement, oui, il a son côté Frexit qui est assez bizarre. Tout au moins pour... on me demande si Zemmour pourrait être un candidat. Zemmour, il ferait une erreur, c'est pas un politique. Il n'a pas l'intuition politique. Zemmour coule s'il se présente, je pense. Tout à perdre, rien à gagner. Donc en fait, Zemmour ne sera pas candidat. Par contre, il portera un candidat. C'est possible. Mais alors, est-ce que c'est Marion maintenant ou dans 5 ans, comme a dit Gabriel? Se rappeler en fait de la pseudo-conférence qu'avait donnée Marion, qui était complètement portée par des intérêts sionistes, qui a été une catastrophe en termes médiatiques. Ça n'a strictement rien donné et c'est à ce moment-là en fait qu'elle s'est repliée sur son école. Donc, à voir effectivement, le système a pu lancer un ballon d'essai à ce moment-là. Comment on va gérer le national-sionisme en France? C'est une vraie question. Ouais. Puisque de toute façon, en fait, c'est cette ligne-là qui serait portée par Marion. Après, elle serait atténuée par Philippot. Ben, d'ailleurs, très intéressant, Philippot, hier, a été interviewé par la télévision israélienne, I24. Et il a dit quoi, Gilbert? Une chose très intéressante. Non seulement il va parler à Lyon, dans l'Institut de Marion, donc cette semaine, mais hier, il a été interviewé par la station israélienne française. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle I24, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et le pitch de l'interview, si tu devais le résumer en 2 secondes, ce serait quoi? En gros, c'est les questions qu'on lui pose sur CNews, sa position sur le Covid, les gilets jaunes, Macron et la brutalité policière. Mais le journaliste a été très, très sympa, très gentil, il n'a jamais insulté, il a même été très, comment dire, très ouvert, le journaliste. Donc, du moment, en fait, qu'il est derrière Marion, il a le droit de dérouler. Voilà, et ils n'ont pas parlé de politique internationale, aucune question sur l'international. Ce qui est très étrange vu que c'est une télévision israélienne. Intéressant. Tu peux le trouver sur YouTube. Hein. Moi, j'ai trouvé ça sur YouTube. Donc, il y a la chance alors aussi que Marion Philippot, éventuellement avec Zemmour et Desvilliers, non, pas ensemble. Non, avec le type de Béziers, là, Ménard. Avec Ménard. Non, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça, je ne sais pas. C'est pas. Est-ce qu'ils sont capables de soutenir De Villiers aussi? C'est possible. Ah. Ils peuvent aussi soutenir De Villiers. Je ne sais pas. Il faut voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps? Non, on discutait sur la Frexit. Qu'est-ce qu'elle veut l'oligarchie sur la France? Bon, ben c'est rien de fondamental. Et en revanche, bon. Philippot, c'est quand même le seul qui ne s'est pas couché devant le Covid. Ça, c'est Vincent Wackerbat. Et je suis d'accord, il a une position excellente sur le Covid. Oui, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que combien de gens connaissent la position sur le Covid? Non. Il est assez porté sur Internet et il est assez relayé par les médias, comme le disait Gilbert. Ce qui est assez intéressant, c'est Philippot en tant que tel, au travers des Patriotes, ne pèse pas grand-chose, mais il est globalement assez relayé. Donc, en fait, pour l'instant, on ne le porte pas au nu, mais on le laisse à un niveau suffisamment haut pour être capable d'intervenir en cas de présidentielle ou présidentielle anticipée. Justement, Alix pose une question que moi aussi je pose. Quelle est la position de Philippot sur le Covid? La position sur le Covid, c'est une position à la suédoise. Arrêtez de confiner, pas de masque, pas de truc.
l'individualisation de troupeaux, quoi. En gros. Oui, En gros, Notamment, il a indiqué très clairement que ça correspondait au jour d'aujourd'hui avec le deuxième confinement à la destruction des TPE-PME, donc exact. destruction de la création de l'emploi, que ça n'avait pas d'intérêt, que la création en fait d'une liste des services qui étaient essentiels ou pas essentiels ne correspondait à rien dans le cadre d'un système libéral. Non. Il a bien porté le truc. Il est toujours extrêmement pertinent au niveau de la critique. La question, c'est pourquoi on le laisse critiquer, pour combien de temps et à quoi ça va servir. Ben moi, je pense qu'il le laisse parler et critiquer parce qu'il pense qu'il va grappiller des points à Marine. Voilà. Le sous-marin, les fameux sous-marins, comme Alliance Populaire à une certaine époque de Touzé et tout comme ça. Je ne te permets pas. L'intérêt, disons, américain pour cette fois-ci, c'est que Marine ne soit pas au deuxième tour. Oui, mais c'est exactement ça. Parce que les Américains veulent la peau de Macron. Mais est-ce que Marine avait véritablement vocation à se présenter? Finalement, on réfléchit au second tour qu'elle a fait la dernière fois. C'est une catastrophe morale, intellectuelle et spirituelle. Oui, mais il n'acceptera jamais de ne pas se présenter. Mais permettez-moi, alors, moi, je me suis toujours posé la question, si elle ne l'a pas fait exprès. Non, elle n'a pas fait exprès. Non, elle n'a pas fait exprès. Tu penses? Non, je pense, je suis certain, je sais. De quoi tu parles? Du débat sur l'euro, là? Avec Macron, là, le fameux débat. Non, c'est le débat dans son ensemble, du début jusqu'à la fin, avant, après, et sa capacité forcément joyeuse, au soir du second tour, complètement libéré, à aller danser sur Jean-Jacques Goldman. Tu vois, genre, c'est fini, maintenant c'est les vacances. Oui. Qui est objectivement une catastrophe. C'est en gros, en fait, je représente les faibles et les insoumis, mais en même temps, bon, bah, c'est terminé, on se revoit dans 5 ans. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espoir à ce niveau-là. Donc, de toute façon, le système peut trouver soit un candidat encore plus perdant, c'est pas forcément évident, on peut nous refaire le même coup, maintenant c'est assez évident, ou moi je trouve que ce serait plus bankable de mettre une gonzesse et de mettre Marion. Il pourrait y avoir Ségolène Royal. Non, Gilbert, on est sérieux là. Mais elle est bien foutue quand même. Bon, pardon, sérieusement, oui. Un peu moins que Julie Gaillet. Oui, Pompili. Qui a plein de choses à nous dire, Barbara. Voilà. Alors, continuons à lire. Donc, l'oligarchie, dislocation des États-nations, des États membres de l'ONU, perso. Alors, oui, Avidé, Marine a été nulle sur le Covid. Pourquoi? Oui, c'est vrai qu'il a été nul sur le Covid. Même en Italie. Alors, nul, ça veut dire quoi? Minute. Une chose, c'est d'être d'accord avec quelqu'un dit. Une chose, c'est de voir quel est le résultat des choses qu'ils disent. Parce que, par exemple, en Italie, si tu commences à dire qu'il faut avoir, il faut faire l'immunité l'immunité du troupeau. Si tu commences à dire ça comme candidat politique, tu passes de 24% à 2 en 2 secondes. Parce que tout le monde a peur furieux. Donc attention, parce que Marine, Philippot n'a rien à perdre. Marine a beaucoup à perdre. Parce qu'il commence à dire qu'il faut enlever le masque, elle perd déjà au moins la moitié des votes. Parce que les gens sont frileux. Et les gens ont très peur, c'est vrai. Le système les a rendus. Oui, c'est vrai. Ne jamais oublier qu'on est dans des démocraties où la démographie a un impact maintenant en Occident qui est absolument majeur. L'exemple type en France, 19% des électeurs ont plus de 60-65 ans, mais dans les faits, 33% des votants sont des boomers. Donc tu peux pas te les aliéner et ça a un impact en fait sur un rapport à la communication qui est extrêmement conservatrice. C'est quoi les boomers? Marion
et la candidate qui est vraiment adulée par les boomers. Qui sont les boomers? Les plus de 60, 65 ans. La Les génération, la génération du baby boom. Les baby boom des années 60, oui. L'écho des Canuts, directeur de campagne Vardon. On est bien là. Là, c'est la victoire totale. Bon, moi, je dors pas Marianne, comment ça se passe alors? Marine, mais en porte-à-faux. Alix Grabé, Marine l'a fait exprès, bien sûr. Elle ne Non. Non seulement on n'a pas été exprès, mais elle croyait vraiment au dossier dans lequel elle allait parler, et puis faire exprès pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas gagner. Elle a perdu la possibilité de perdre de façon décente, d'avoir des élus. Non, elle n'a pas fait exprès. Elle a fait parce qu'elle était trop sûre d'elle et trop présumée. Elle a cru à des imbéciles qui devaient être les grands techniciens de la finance, de la monnaie de notre milieu. Et Alix Grabé, et je confirme, pour avoir été sa proche amie de jeunesse, elle te répond. Qui? Alix te répond sur Marine, et je confirme pour avoir été sa proche amie de jeunesse. Mais ça n'empêche qu'elle a simplement été très présumée et qu'elle avait des données, comme il dit justement Roberto, qu'elle ne maîtrisait pas. Puis attaquer du front de Macron sur l'économie, c'est vraiment absurde. Nous sommes parfaitement d'accord, mais elle était tellement sûre d'elle, parce que bon, j'en connais de gens qui, avec beaucoup moins de succès, se sentent déjà Jules César. Donc, heureusement, c'est compliqué. Bon, bref. Marine est finie, on ferait à balancer que c'est une alcoolo et toxico, elle part de départ. Plutôt, elle n'a pas de financement, oui, peut-être. Oui, c'est vrai que la situation financière du Front du Rassemblement n'est pas des meilleures. Oui, mais en même temps, le principal créancier du Front National, c'est qui? Jean-Marie Le Pen. C'est vrai, avec sa fameuse société, là, comment elle s'appelle là? Jeanne. Jeanne, c'est exact. Qui est basée en Suisse, c'est ça, ou un truc comme ça? Non, c'est un micro-parti, c'est intéressant. Et c'est jamais oublier qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, avec 20 ans de moins, aurait réussi son pari qui a toujours été d'attendre son tour, qui avait très bien compris que le système l'avait mis comme un lion en cage, et il attendait effectivement la faute du système. Donc, qu'est-ce que Jean-Marie Le Pen peut faire en termes de financement? Pas inintéressant. C'est bien voir ce que le vieux lion peut faire. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours cru que moi, la guerre entre Marine et Jean-Marie était fictive. Mais bon. Non. C'était vrai. Non, pas du tout. C'est comme les grandes puissances qui finalement doivent toujours s'arranger, mais c'est détesté réellement. Hein. Ah, ils se sont détestés réellement, d'accord. Mais réellement. Hein. Oui, moi, j'adore DSK, mais quelqu'un qui se fait avoir de cette manière comme mon ennemi, ça me devient sympathique. Et n'oublions jamais que DSK à l'Élysée, ça aurait eu de la gueule. Oui, je suis tout à fait. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, il est meilleur que ça. Peut-être chaud. Et imaginez les week-ends avec les putes ukrainiennes qui auraient des. Les putes ukrainiennes. On trouvait vraiment sa grandeur. Attends, mais imagine les G4 en Europe, dans le monde, avec lui, Berlusconi, Poutine, Trump. Bah, ça aurait été fabuleux, extraordinaire. Oui, ça aurait été extraordinaire. Mais il faut admettre que ukrainienne, oui, mais pas les serveuses de l'hôtel de New York, parce qu'elle n'était pas DSK, là, le choix n'était pas très bon. Personne ne peut être un esthète 24 heures sur 24, Gilbert. Ça, c'est vrai. Je t'admets ça. Donc, on ne parle pas Berlusconi et DSK, juste. Quand il y a gauche populiste, ce que je vois, tu me demandes, Vincent, moi, je trouve la chose plus intelligente pour les Américains et pour l'oligarchie, c'est de créer un candidat de gauche populiste, en fait. Mais je ne sais pas s'ils arrivent à le faire.
Est-ce qu'on ferait en train de se préparer pour dans 5 ans? Non, après, il ne va jamais être président de la République. Onfray est très utile à grignoter de voir. Je veux dire, si on veut éliminer, si on n'a plus intérêt d'avoir le repoussoir, donc on veut avoir un débat, un réel débat entre disons, les atlantistes et les indépendantistes au niveau de l'Élysée, on n'aura jamais plus Marine au deuxième tour, donc on va multiplier les candidats qui vont lever le voix. Que l'euro est dans le panier comme le dollar. Question la guerre entre la France et l'Allemagne parce qu'il aurait agressé Merkel. Un candidat de gauche, bon, on a répondu. Peut-être au contraire, Merkel aurait dû être très contente d'avoir été agressée une fois de sa vie. Bien quoi? Mélenchon, il est Mélenchon est prisonnier de sa gauche antinationale. Parce que quand Mélenchon a fait sa campagne, qu'il a propulsé, tu sais, à la campagne présidentielle, et qu'il a fait une campagne nationale de gauche, il a progressé, mais depuis les groupuscules d'extrême gauche qui font partie de la France insoumise l'ont recadré dans une politique d'extrême gauche classique pro-immigrationniste et pro-minorité visible, eh ben Mélenchon s'est discrédité. Je pense qu'il est voué à rester dans le ghetto. À cette petite nuance près, Gilbert, Mélenchon est sans doute discrédité. Bien regarder en fait qui est autour. Et il y a quelqu'un actuellement qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt, c'est François Ruffin. Oui, j'ai vu ça, oui, c'est vrai. C'est bien surveillé, même collège que Macron à Amiens, une certaine forme d'intérêt de la part des cercles intellectuels français, vocation à représenter la gauche indigéniste, mais en même temps un prisme républicain. On peut faire quelque chose de Ruffin, bien suivre ce qui peut se passer au niveau de Ruffin. Oui. De toute façon, on va faire le vote électronique et comme ça, on saura déjà qui sera le président. Non, ils veulent introduire en France le vote par poste, postal. Oui, je sais. Toujours se souvenir de qui a introduit le vote électronique en France. Ouais. Patrick Devedjian. Ouais. Ouais, c'est vrai. On parlait tout à l'heure de la puissance médiatique. Il y a quand même une tendance qui s'appuie de plus en plus, qui nous vient comme d'hab de l'autre côté de l'Atlantique. C'est quand même la tendance woke, comme ils disent, où oui, là, pour le coup, on est sur de la gauche ultra sociétale, totalement déconnectée du réel et du social. Et niveau puissance de feu, ça ne fait qu'augmenter, et c'est vraiment balèze. Et là, même si Ruffin, il aurait éventuellement un ticket à jouer, ou même, admettons, Mélenchon, si jamais il se recadrait dans un contexte pareil, il y a une opposition tellement extrême par la gauche sociétale, médiatique tout au moins, que ça me paraît quasiment torpillé d'avance. Enfin, c'est avec mon avis. Pour revenir à la question du populisme, on a oublié une personne, une personnalité qui vient de faire son retour dans les médias, Montebourg. De toute façon, je pense que nous aurons une idée, grosso modo, pas avant cet été. Je suis d'accord avec toi, Gilbert, sauf qu'en fait, pour connaître un peu dans l'entourage de Montebourg, trop esthète, trop heureux d'avoir quitté la politique. Et en plus, il est un peu comme Chevènement. Il n'est pas capable de finir d'aller jusqu'à la fin de Le mot que tu cherches, Gilbert, c'est pas capable de tuer. Oui, voilà. Ben, voilà, c'est bien, c'est bon. C'est le bon terme, exact. Les woke. C'est quoi le woke? Moi, je pensais que woke, ça signifiait la poêle, tu sais, le système de cuisine. Non, ça veut dire autre chose. Tu sais d'où ça vient le terme? C'est du slang africain, afro-américain, qui veut dire awake, debout. C'est ça. Éveillé, réveillé, ou enfin en gros les gens ils ouvrent enfin les yeux sur les inégalités, sur les oppressions, etc. Donc c'est pour ça on est entièrement dans le sociétal et dans le politiquement correct ou le néo-politiquement correct. Et ça, c'est la tendance, enfin même si elle joue dessus, mais c'est la tendance Biden-Harris, surtout Harris d'ailleurs. Exact, c'est la prononciation du slang
américain, wok. Moi, à l'origine, je pensais que c'était un plat chinois, quoi, un plat japonais. Là. Pour revenir sur la critique de Ruffin qui a été faite à l'instant, je cherchais le nom d'un bouquin qui a pas mal marqué intellectuellement sur Paris et ailleurs, parce qu'en fait, il est d'un très très bon niveau, qui est une critique du macronisme en règle, de la part d'une gauche socialiste qui... ouais, d'une gauche qui est de gauche, hein, il faut le dire, c'est Histoire de ta bêtise de François Brégodeau, qui a été très très bien chroniqué par Michel Drac. Il faut le lire parce qu'en fait, ça peut avoir pas mal de sens par rapport à une candidature Ruffin. Bon. Sur la candidature Tixet-Vignancourt, moi, j'ai pas de nouvelles. Si quelqu'un a des nouvelles de M. Vignancourt. Ils sont en train de chercher les signatures. Ils sont en train de chercher les signatures. Mais au limite, on va appeler un maréchal pour sauver la France. L'écho des canuts, la tendance n'est-elle pas d'aller vers de l'autoritarisme politique déguisé ou pas? Mais moi, pour répondre à cette question, ce qui me sidère en France, avec Macron, c'est que depuis le début du Covid, il gouverne avec le Conseil de défense, pas des ministres. C'est hallucinant que personne ne dise rien. Oui, mais tous les pays ou presque font ça hein, en Occident. En Italie, le Premier ministre fait des décrets, mais au moins il fait semblant d'aller devant le Parlement. Il fait la comédie. Tandis qu'en France, Macron ne fait plus de comédie. Hein. Il est président, il n'est pas Premier ministre. Pardon, il est président. Oui, excusez-moi. C'est la différence. Mais ils ont la majorité absolue à l'Assemblée, donc ils n'ont même pas besoin de s'embêter en France à faire semblant. Il ne peut même plus semblant. Bah, de toute façon, depuis le début, le semblant, c'était simplement des discours pour dire on va à peu près vous écouter, à la limite, mais ils vont pas plus loin que ça. Hein. Oui, mais c'est étonnant et que personne n'est scandalisé, quoi. C'est étonnant. Ah si, mais Oui, non, Gilbert, tu as raison, mais il ne faut pas oublier ce qu'ont été les Gilets jaunes aussi. C'est une réaction face à cette montée en puissance oligarchique qui entend aussi se passer des formes démocratiques. Puisque la démocratie est toujours un formalisme. La police a réprimé avec des grenades pour les Gilets jaunes. À propos de violences policières, tout le monde se plaint de la violence policière maintenant. Personne n'a rien dit quand les flics tiraient à la grenade sur les Gilets jaunes. C'est étonnant. Et ne faisait rien du tout quand il s'agissait des Black Lives Matter en plein déconfinement alors qu'on nous avait interdit de bouger. Bon. En plus, exact. Cette remarque est raciste, monsieur Guillou, et il est possible que vous ayez des problèmes. Disons que le deux poids deux mesures a tendance à se voir désormais. On va s'en tenir à ça. Bon. Donc, on arrive. On peut faire un truc. On va faire un jeu, là. Alors, pas maintenant, tout à l'heure. Disons l'année prochaine, on va faire un jeu. On va mettre un an avant, on va faire le pari. Chacun met quelque part qui sera élu à l'Élysée. Ah. Et puis on verra le gagnant, le lance gagnant 2022. Mais quand on aura les candidats? Ben non, déjà on peut faire d'abord une première sur qui. Alors, déjà on fait la première. Si les gens qui ont perdu le candidat perdent un point, ils vont en mettre encore une fois, mais ils ont un point en moins par rapport aux autres. Donc, si par exemple, on va dire Tixet de Vignancourt, toi et moi, et Tixet de Vignancourt, mais non, alors, si on va dire tous les deux, Philippot, mais moi je dis d'abord Tixet de Vignancourt, et c'est celle que Philippot qui gagne, c'est pas qui a gagné, parce que t'as de l'ordre. On va voir. On devait faire ça pour toute l'Europe. Le problème, c'est qu'à toute l'Europe, il n'y a pas les élections présidentielles, il n'y a que la France. C'est complètement différent ailleurs.
Non, mais tant qu'à faire, on est en direct. On peut annoncer le candidat tout de suite. Allons-y. Commence, Non, Gabriel. non, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Non, non, vraiment, là, c'est trop tôt. Là, les jeux ne sont pas encore faits du tout. C'est vraiment trop tôt. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. On peut essayer, on part plus cet été. Pour la limite, Donc, du mois de mai. on fera ça cet été alors. Même moi, à partir du mois de mai, on peut commencer. On peut faire de jeux d'inscrits avec de quiz chaque fois, ça sera pas mal. On va trouver. Parce que au-delà du prisme électoraliste, démocratiste, faut pas oublier la possibilité insurrectionnelle non plus. C'est une possibilité maintenant en Europe. Hein. Le système est très fort quand même. Le système l'a toujours été. Mais les gens ont aussi très peur. À cause du Covid, la campagne du Covid a tétanisé le peuple. Je le vois ici de l'Italie, en Sicile où je suis, mais il y a des jeunes de 25 ans ou 30 ans qui ne sortent pas de chez eux. C'est hallucinant. Tu as l'inverse aujourd'hui sur Paris, Gilbert, c'est-à-dire qu'en fait, tu as tout un réseau de TPE, PME qui sont complètement sinistrés, sans indemnité de la part du système. Tu as toute une classe moyenne entrepreneuriale qui n'a pas son mot à dire. Qu'est-ce qu'on va faire de cette colère? Est-ce que ça va se passer si facilement? Si on avait un mot d'ordre exactement comme en Italie, ne vous suicidez pas, rebellez-vous. Souvenez-vous en fait de ce que la Casa Pound faisait de bien encore il y a une dizaine d'années. Là, je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose qui peut être un peu sérieux. Mais le problème, c'est le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas une mouvance politique pour comment dire, recueillir ce genre de révolte et de rage. C'est pour ça que je ne parle pas de révolution ayant un peu lu Lénine, je te parle d'insurrection. Oui, tu ne peux pas oublier la possibilité insurrectionnelle. D'accord. Et puis la grande probabilité également d'un énorme crash façon 2008 version on ne peut plus conséquente. Hein. Oui, ça s'approche à très grande vitesse. Ça, c'est pas une possibilité, c'est une probabilité très importante. Mais moi, je trouve un grand dommage, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'a pas pu être canalisé. Par exemple, le front a été totalement absent dans la période ou dans la séquence de la révolte des Gilets jaunes, qui finalement, maintenant, ont été récupérés, qui ont pratiquement disparu. Bon. Et là, on reprend ta remarque sur le pouvoir qui était incroyablement fort, puisque finalement, en fait, on était sur une révolte qui était provinciale, essentiellement au niveau des ronds-points, essentiellement populaire, essentiellement, en fait, qui avait pour vocation, vis-à-vis de gens qui étaient profondément isolés, de créer des liens. Et le pouvoir, en fait, a réussi, à dégager les ronds-points, la province, les faire monter à Paris et éteindre la révolte en faisant monter les Black Blocs. Oui, exact. Indeed. Black Bloc qui continue à utiliser d'ailleurs. C'est les supplétifs de la police. Et c'est là que je te renvoie à la dernière vidéo de Philippot, que tu iras peut-être voir après sur YouTube. De quoi parle-t-il? Des Black Blocs. Des Black Blocs, d'accord, je vais aller la voir. Celle-là, je ne l'ai pas vue. Black Bloc Live Matters. Excellent. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On verra la prochaine sur quoi on va l'organiser, quand surtout. À propos de slogans sur les blacks, tu sais, le Black Friday, c'est en Italie où il y a un groupe qui a fait une affiche Black Friday, mais nous sommes tout le temps black. Je n'ai pas vu quel groupe italien l'a fait, mais bon. Nous sommes black. On va essayer de faire la semaine prochaine, si mardi prochain, on peut refaire la conférence, mais je ne dois pas être tout seul à parler. Une conférence qu'on a fait avant-hier en Italie, c'est-à-dire la censure, la communication. Excellent sujet. Donc, on va en parler, on va essayer de le faire mardi prochain, mais il me faut quelqu'un qui part. Bon, on verra bien. Autrement, ou si c'est trop tôt, on va l'organiser pour quand ce sera possible. Bon, donc, merci à tout le monde. C'est à la semaine prochaine.
On vous salue. Bonne soirée, allez, à toutes. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.